Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Cuivre et inégalité. Enquête sur les dimensions culturelles. Des rapports sociaux. Logique sociale. Collection dirigée par Bruno Pequigno. En réunissant des chercheurs, des praticiens et des essayistes, même si la dominante reste universitaire, la collection Logique sociale entend favoriser les liens entre la recherche non finalisée et l'action sociale. En laissant toute liberté théorique aux auteurs, elle cherche à promouvoir les recherches qui partent d'un terrain, d'une enquête ou d'une expérience qui augmente la connaissance empirique des phénomènes sociaux ou qui propose une innovation méthodologique ou théorique, voire une réévaluation de méthodes ou de systèmes conceptuels classiques. Dernière parution. Nathalie Guimard et Juliette Petitgats, Le contrat jeune majeur. Un temps négocié, 2011. Christiana Constantopoulou, Sous la dire de Récits et fiction dans la société contemporaine, 2011. Raphaël Vancon, Enseigner la musique, un défi, 2011. Fred Dervin, Les identités des couples interculturels. En finir vraiment avec la culture, 2011. Christian Guinchard, Logique du dénuement. Réflexion sociologique sur la pauvreté et le temps, 2011. Jérôme Dubois, Sous la dire de Les usages sociaux du théâtre en dehors du théâtre, 2011. Isabelle Papieau, La culture excentrique, de Michael Jackson à Tim Burton, 2011. Aziz Jellab, Les étudiants en quête d'université. Une expérience scolaire sous tension, 2011. Odile Merklin, Femme de l'immigration dans le travail précaire, 2011. Vanessa Bolguin, La Réunion. Une jeunesse tiraillée entre tradition et modernité. Les César 30 ans au chômage, 2011. Maurice Mauviel, L'histoire du concept de culture, 2011. Emmanuel Amougou, Sciences sociales et patrimoine, 2011. Remerciements. Le groupe d'études comparées Culture et Inégalité, GECCIHEALCREDA, tient à remercier tous celles et ceux ayant soutenu et participé à cette entreprise scientifique, notamment à la réalisation de cet ouvrage. Ainsi, nous remercions Capucine Boisdin, IHEALCREDA, Emmanuel Brontin-Roma Université Pierre Mendès France Grenoble, Christophe Brochier Paris VIIGETI, David Dumoulin IHEALCREDA, Jules Falquet, Paris VIIRIS, Éric Maigret Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Danilo Martuccelli Lille 3 Series, Gérard Mauger EHESSCSE, Denis Merklen Paris VIIRIS, Alain Musset EHESSIUE, Sylvie Pedron Colombani Paris 10, Marc Pernoud Université de Lausanne, Sandrine Revet Sciences Po Série, Pierre Salama Centre d'économie de Paris Nord, René Zoberman CNRSCESDIP, d'avoir contribué avec sollicitude à notre comité de lecture. Nous remercions l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, le Centre de recherche et de documentation sur les Amériques, ainsi que le Conseil scientifique de Paris 3 pour son appui humain et institutionnel. Nos remerciements s'adressent aussi à Bruno Pequigno pour son soutien éditorial ainsi qu'à Polymnia Zagevka, qui a suivi attentivement les travaux du GECCI depuis ses débuts, et qui nous a fait l'honneur de préfacer cet ouvrage. Enfin, ce livre n'aurait pas été possible sans les talents graphiques de Ségolène Estrangin, Mélina Cadet et Pasquale Lubello. Nous leur sommes très reconnaissants. Pour contacter le GECCI ou les auteurs de ce livre. getchemail@gmail.com www.gecci.fr. Présentation des auteurs. Maxime Cervulle, Sociologie. Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Quentin Delpech, Sociologie. Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Flavienne Lana, Sociologie. GECCI, ELHESSIRISUEBA. Federico Lorenc Valcarce, Sociologie. UBACONICET. Pasquale Lubello, Économie. GECCI, IHEAL Paris IICREDA. Raoul Mata, Sociologie. GECCI, IHEAL Paris IICREDA. Maxime Kijou, Sociologie. GECCI,
IHEALCREDA Paris-Ouest et Nord. Julien Rebottier, Géographie. GECCI, CNRSSET, Pau. Luisa Fernanda Sanchez, Anthropologie. IHEALCREDA. Gildas de Seychelles, Sociologie. GECCI, chercheur indépendant. Préface. Depuis les années 1980, les travaux de recherche sur les inégalités sociales ont connu des orientations nouvelles. La thématique semble délaissée au profit des analyses en termes de pauvreté et d'indigence. Sont mis en avant les exclus, les précaires, les intermittents, les désaffiliés, l'os de Habarot, the underclass subalterne, ou le peuple d'en bas, pour reprendre le titre français de l'ouvrage de Jack London. Par ailleurs, des publications ont vu le jour sur les disparités, le développement social et l'équité, qui tout en traitant fondamentalement des inégalités, détournaient leurs formulations en les replaçant dans un cadre politiquement correct, issu notamment du discours en vigueur dans l'espace public. Certes, la fétichisation de la nouveauté, pour reprendre l'expression de Craig Calhoun, peut en partie expliquer ce désintérêt pour une thématique qui a été dominante aussi bien dans les recherches que dans les luttes sociales des années antérieures. Néanmoins, si ces transformations sémantiques méritent une analyse percée en tenant spécifiquement compte des contextes sociopolitiques et institutionnels, elles n'en représentent pas moins un signe clair de glissement interprétatif, aussi bien dans les schémas d'analyse scientifique que dans les représentations sociales en construction. Pendant la même période, une multitude de travaux ont été menés sur le plan international, qui appréhendaient les inégalités dans des champs spécifiques du social. L'éducation, le genre, la race, pour reprendre le terme anglo-saxon, les minorités dites ethniques, le marché du travail formel et informel, la ville et notamment les bidonvilles, les migrations, la santé, la justice, la famille, entre autres. Tous ces travaux ont enrichi considérablement nos connaissances concernant non seulement les mécanismes générateurs d'inégalités, mais encore les processus à l'œuvre. La première conclusion a été de mettre en avant le caractère cumulatif des inégalités qui opèrent dans des espaces d'opportunité dans lesquels les acteurs ont accès aux structures, qu'elles soient éducatives, professionnelles, résidentielles, qu'elles définissent leur situation, participent aux mondes sociaux qui les entourent, en somme qu'elles fabriquent leur vie. Dès lors, s'impose une définition pluridimensionnelle des inégalités sociales en termes de classe, de sexe, de race, de génération, de mode de vie et de représentation sociale avec la volonté, parfois explicite, souvent implicite, de s'adosser à l'approche similienne de la définition relativiste du positionnement social. Ce mouvement, combinant enrichissement et éclatement, peut s'expliquer en partie par l'évolution des institutions d'enseignement et de recherche, l'accroissement numérique des institutions, des chercheurs et des supports de publication, et par les politiques d'évaluation de la recherche fondées principalement sur la productivité. Mais il amène également plusieurs conséquences à signification variable. En premier lieu, cet accroissement des travaux de recherche, précieux mais sectoriels, a conduit à un réel éclatement des cadres interprétatifs globaux, notamment en termes de hiérarchie socio-économique et de relations de pouvoir. Jugés par voie traditionnelle, parfois idéologiques, voire tout simplement dépassés, ces cadres n'ont pas fait en général l'objet d'une réinterprétation. Et les travaux plus ou moins récents de chercheurs tels que Olin Wright, René Gessler, Carlos Villa, Charles Tilly ou Howard Zinn restent confinés dans des cercles étroits, sans réel débat mené par les institutions et les équipes de recherche qui se sont entre-temps hautement spécialisées en sciences sociales. Pourtant, ces chercheurs, chacun selon son domaine d'étude, ont répondu à cet éclatement en mettant l'accent sur les inégalités sociales structurelles, notamment celles liées aux hiérarchies sociales de classe, dans une perspective analytique enrichie par les investigations fondées sur la multidimensionnalité des inégalités. En deuxième lieu se situe le tournant anthropocentrique en sociologie aux confluences de plusieurs traditions qui se sont rencontrées à partir des années 1970. Sans analyser d'une façon détaillée les principales caractéristiques de ce tournant, ainsi que ses fondements, limitons-nous à relever un élément majeur pour notre propos, le questionnement autour du rapport entre pratique et représentation. Le tournant anthropocentrique, en mettant au cœur de ses analyses les acteurs et les processus par lesquels sont construites les expériences individuelles et collectives,
est amené à mettre sérieusement en doute l'opposition quelque peu réifiée entre pratique et représentation. Loin de pouvoir se distinguer d'une façon claire, pratique et représentation semblent être consubstantielles, elles se construisent, se défont et s'élaborent à nouveau dans un va-et-vient permanent selon les interlocuteurs, les situations sociales rencontrées, les continuités et les ruptures du temps socio-historique et non moins selon les cadres d'interprétation choisis par les acteurs. Cette dernière variable acquiert chemin faisant une importance particulière, notamment à partir du moment où le travail de terrain devient non seulement un moyen d'accéder aux mondes sociaux, mais encore un objet d'analyse, de réflexion et de questionnement presque autonome. Le tournant réflexif, troisième grande conséquence du mouvement vers la multidimensionnalité, procède à une nouvelle déconstruction de l'opposition entre pratique et représentation, en faisant entrer en scène les pratiques et les représentations des chercheurs lorsqu'ils sont en contact avec des mondes sociaux, qu'ils soient proches ou lointains. Se pencher avec beaucoup de circonspection sur la saisie et l'analyse des modes de faire et de dire des autres et de soi, devient un des outils primordiaux de la recherche de terrain, et les modalités d'appréhension des mondes sociaux constituent une activité scientifique à part entière. Et rapidement se fait jour une prise de conscience non seulement du caractère indiciaire des sciences sociales, pour suivre la réflexion de Carlo Ginzburg, mais encore du travail de médiation du chercheur entre le monde social qu'il étudie et la restitution-reconstruction qu'il est amené à effectuer au moment de la publication. Dès lors, il n'est pas étonnant que la dimension culturelle acquiert une nouvelle légitimité de par la reconnaissance des faits culturels comme étant constitutifs des inégalités construites, ressenties, mises en acte et en parole. Entre eux et nous, les relations de pouvoir se fabriquent par l'intermédiaire d'une multitude de symboles diacritiques dont la signification historique est loin d'être inscrite dans une linéarité. Elle est à chercher entre le local et le global en perpétuelle définition. Elle implique des combinaisons créatrices et inédites entre permanence et nouveauté, tradition et innovation. Elle renvoie à des tensions anciennes et nouvelles entre domination et résistance. À cette complexité s'ajoute le brouillage des frontières traditionnellement établies entre cultures dites savantes, ou d'élite, culture populaire et culture dite de masse. Et nous pouvons retrouver des éléments de ces trois grands ensembles dans les cadres d'interprétation, les répertoires d'action et les stratégies narratives mobilisées aussi bien par les acteurs sociaux que par les chercheurs dans la définition d'eux et de nous. Notamment, nous devons nous pencher sur les nouvelles articulations et médiations des relations de pouvoir qui induisent une redéfinition du champ sémantique dans lequel s'inscrivent des formes culturelles. Ce déplacement peut être voulu par les acteurs à un moment de lutte, de revendication de reconnaissance ou de résistance. Mais il peut être également imposé aux acteurs, et intériorisé par eux comme un fait historique hégémonique, faisant partie d'une nouvelle et inéluctable grille de lecture du monde social. Quoi qu'il en soit, il engendre souvent de nouvelles inégalités ou recrée de nouvelles frontières inégalitaires collectives et individuelles. Mais la puissance sociale des formes culturelles ne se réduit nullement à leur seule capacité à fabriquer du symbolique. Elle repose au contraire sur leur matérialité en termes de capital, de temps, de travail, de technique et de technologie, d'apprentissage et de savoir-faire. Production, diffusion, médiation et consommation des formes culturelles sont au centre des relations de pouvoir, même si parfois notre champ de vision tend à les enfermer dans des sphères autonomes. Une économie politique des formes culturelles, matérielles et symboliques, consubstantielle des inégalités est-elle possible ? C'est à cette question, entre autres, que le présent ouvrage tend à répondre. Polymnia Zagevka. IHEAL, Améris. Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Introduction. Maxime Kijou. Les classes sociales sont-elles de retour ? Depuis la fin des années 1990, une partie croissante des sciences sociales s'interroge sur la réapparition de phénomènes de structure ou de logique de classe dans l'Hexagone. Écart grandissant et concentration des revenus, Chauvel 2001. Essor substantiel de la précarité, du chômage et de la pauvreté, Pogam 2005, Castel 2009. Apparition de nouveaux acteurs et groupes politiques, Bouffartigue 2004. Récurrence des violences sociales et émeutes, Berthaud 2009, etc. Une multitude de faits sociaux réactualisent en effet des objets dont l'intérêt scientifique semblait obsolète, et les enjeux politiques secondaires.
Face aux multiples transformations subies par la classe ouvrière depuis 35 ans, désindustrialisation, précarisation, baisse de la représentation syndicale et politique, certains chercheurs ont conclu, notamment au cours des années 1990, à la disparition progressive de cette catégorie sociale et par extension, à la fin d'une société de classe, en France et ailleurs, Giddens, 2002. Le passage à l'an 2000 marque donc une résurgence des thématiques sur la division sociale dans les sciences sociales françaises, élargie par la légitimation de nouveaux objets d'étude. Après des années de constats souvent affligés sur la disparition annoncée de la classe ouvrière, et loin de se contenter des discours convenus sur l'évidente moyennisation de la société française, certains chercheurs soulignent à quel point les clivages sociaux persistent et s'exacerbent depuis 20 ans en France. Malgré sa réduction substantielle, la classe ouvrière représente toujours un pilier du salariat français. Schwartz, 2002. Beau et Pialou, 1999, 2003, Chauvel, 2004, Bouffartigue, 2004. En Amérique latine, où les sociétés apparaissent comme plus inégalitaires, Cepal, 2002, les transformations sociales des 3 dernières décennies accusent plus encore ces différenciations. Porte, 1989, Chalmers et al., 1997 Roberts, 2001 Porte & Roberts, 2006. De plus, contrairement à l'illusion sociologique que suppose l'expression « société de services », les salariés du secteur industriel ne représentent plus à eux seuls l'exploitation salariale. Nombre s'accordent désormais à associer les prolétaires des industries de services, Gadret, 1998, à la classe ouvrière 1, là où à certains endroits l'économie informelle est le signe d'une détresse sociale aiguë, Porte et Hoffman, 2003. L'intérêt renouvelé pour les questions de classe ne réactualise pas seulement des thématiques a priori dépassées, il participe aussi à l'apparition et à la légitimation de nouveaux objets d'étude ou de paradigmes méconnus dans le monde français des sciences sociales. Autrefois concentré principalement sur la figure masculine de l'ouvrier blanc, français et syndiqué, l'analyse des dominés s'est considérablement élargie depuis quelques années. De plus en plus, elle se consacre autant aux rapports sociaux de classe, Brochier 2000, Pfeffenkorn 2007, Vignat 2007, Bouffartigue et Bérou 2009, Merklen 2009, De Sex, Fortino 2002, Pfeffenkorn 2007, Falquet 2008, Que de race, Jounin 2008, Fassin et Fassin 2009. Cette diversification des objets d'étude et des paradigmes s'accompagne de l'importation de théories et d'analyses nouvelles, sur les dominés provenant principalement de pays anglo-saxons. Articulant souvent histoire, philosophie et sociologie, les auteurs des Cultural Studies, Gender Studies, Postcolonial Studies ou Queer Gay and Lesbian Studies, Butler 2008, Hall 2007, Kosowski-Sedgwick 2008, entre autres, tiennent dorénavant une place croissante dans les réflexions néo-marxistes de ces années 2000 en France. C'est dans ce contexte de renouvellement des approches en termes de classe, de sexe et de race qu'apparaît le GECCI, Groupe d'études comparées culture et inégalité. Ce collectif est né à la rentrée 2007 à l'Institut des hautes études de l'Amérique latine, IHEALCREDAL, Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Dans un premier temps simple initiative de doctorants, ce projet s'est progressivement constitué en véritable équipe de réflexion. Interpellé par la constance et ou résurgence des formes de domination et de conflits de classe en France et en Amérique latine, notre intérêt s'est centré dès la création sur le rapport entre culture et inégalité. Culture, au sens de mode de vie, de valeurs, d'action et de représentation, et inégalité, produite par la division sociale de classe, de sexe ou de race. Dès le départ, lier ces deux notions participe d'abord d'une envie de réactualiser des thématiques portant sur la formation de culture de classe en France et en Amérique latine. Très riche des années 1970 aux années 1990, le débat en France sur les cultures de classe, notamment populaires, disparaît progressivement à la fin de cette même décennie 2. Pourtant, l'étude des cultures nous semble être toujours un cadre pertinent pour penser la constance structurelle des inégalités, notamment dans ses déclinaisons contemporaines. S'inspirant de ces débats anciens, notre souhait d'origine consiste à interroger les cultures au prisme de la multiplicité des hiérarchies sociales. Les inégalités actuelles et anciennes produisent-elles des spécificités culturelles, notamment de classe ? Sont-elles à l'origine de sources d'identification et de catégorisation singulières, propres à des conditions d'existence données ? La genèse intellectuelle du GECCI semble relativement évidente.
Ces problématiques s'inspirent des réflexions faites par Richard Hogarth 1970 et Edward Thompson 1988 en leur époque. En centrant notamment leur analyse sur des éléments culturels qui composent l'ordinaire et le quotidien comme source d'identification de classe, ces auteurs soulèvent des discussions pertinentes sur les relations entre culture et inégalité. À l'instar des principaux fondateurs de l'école de Birmingham, l'objectif initial du GECCI est de s'intéresser aux mécanismes constitutifs de la culture des dominés. À cet égard, étudier les phénomènes de classe en s'intéressant aux cultures qu'elles produisent, c'est attirer l'attention sur les phénomènes de division sociale à la fois les plus riches et les plus ambivalents. Les divisions sociales supposent-elles une opposition culturelle et des dispositions politiques particulières ? Tout comme les classes sociales, l'antagonisme des cultures, du moins les spécificités qui les distinguent, est loin d'être clair et systématique. Au contraire, nombreux sont les dominés et dominants à se retrouver, s'associer et partager des traits culturels communs. Comme l'a montré Thompson, ces valeurs communes peuvent parfois se transformer, s'autonomiser et devenir des dynamiques culturelles singulières. Le GECCI s'interroge donc aussi bien sur les mécanismes d'opposition que d'alliance culturelle. En ce sens, les analyses de Pierre Bourdieu nous ont paru également indispensables. Ces lectures de classe aux tonalités à la fois constructivistes et structuralistes nous permettent de dévoiler les mécanismes qui réalisent l'ensemble des rapports sociaux, leurs forces et leur diversité. Ainsi, s'intéresser aux classes populaires et aux rapports sociaux qui les constituent suppose de ne pas les isoler des autres catégories sociales desquelles elles sont interdépendantes. La culture des classes populaires semble indissociable des modes de vie, actions, valeurs et représentations des autres classes sociales. Cependant, la pensée de Bourdieu a montré ses limites lorsqu'il a fallu penser les classes populaires au-delà des manques. L'analyse des mécanismes de domination peut-elle suffire à la compréhension des cultures dominées ? La violence symbolique et la culture légitime sont-elles toujours synonymes d'absence de culture populaire ou de réaction caricaturale de la domination ? Ces 30 dernières années, la sociologie française s'est étendue davantage sur une sociologie des manques que sur une véritable sociologie des classes populaires. Comment envisager les cultures de classe en tenant compte des rapports sociaux qui leur sont intrinsèques ? Comment dépasser le clivage théorique classique concernant l'étude des cultures populaires, entre populisme et misérabilisme, Grignon et Passeron 1989 ? Notre souhait est donc d'approcher et de comprendre des réalités sociales de classe souvent à partir des contradictions inhérentes aux phénomènes de domination, mais aussi par l'extrême variété des situations sociales à l'intérieur des classes. Penser les propriétés culturelles de classe signifie en effet prendre en compte l'hétérogénéité des individus et de leurs pratiques, composant ces mêmes catégories sociales. Ainsi, il n'est pas question d'envisager par exemple la culture des classes populaires simplement par les visions souvent réifiées ou essentialisées de l'ouvrier ou du jeune de cité. À condition d'existence proche ou analogue, une multitude de variables va déterminer la nature des rapports sociaux de l'individu à sa classe. De fait, c'est souvent une diversité de domination qui se constitue selon la position sociale, le sexe ou la race de l'individu, ainsi qu'une multitude de réactions et retraductions des cultures dominantes. Dans une perspective diachronique et pluridisciplinaire, le GECCI s'est consacré à l'étude de la culture des classes populaires, notamment dans leurs interactions avec les autres classes. Pendant 2 ans, au gré de rencontres fortuites ou d'amitiés plus solides, le GECCI a fonctionné sur la base d'un séminaire mensuel dans les locaux de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine. La rédaction de 2 appels successifs a permis de donner une orientation théorique aux intervenants qui, à leur tour, ont contribué à donner corps à notre problématique. Riche de la diversité des terrains et des concepts proposés, ce séminaire a donné lieu à des interprétations croisées ainsi qu'à des discussions riches et passionnées. Le GECCI a permis la mise en place d'une réelle dynamique de problématisation des rapports entre les cultures et les inégalités. Porté par cet enthousiasme, il nous a semblé opportun de réunir la plupart de nos contributeurs au cours d'une journée d'études, et ce en vue d'une publication. Cet ouvrage est donc le résultat d'échanges, de débats et de discussions tenus principalement lors d'un événement scientifique organisé le 3 novembre 2009 à la Maison de la Recherche de Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Lors de cette journée d'études,
chaque auteur a tenté d'articuler au mieux ses recherches à la problématique du GECCI, profitant à la fois d'observations averties de discutants trois, et d'un public curieux, souvent très au fait des questions et controverses soulevées au cours de cette journée. Loin d'appliquer scrupuleusement un cadre théorique tantôt contraignant, tantôt méconnu par les contributeurs, cette publication reflète une liberté d'analyse de notre problématique qui témoigne de la fécondité de notre sujet. Outre un travail d'édition destiné à maintenir l'unité de notre démarche, il est apparu plus constructif de respecter l'interprétation des auteurs quant au rapport entre culture et inégalité, au risque de sembler parfois éloigné de nos références initiales. Néanmoins, trois ensembles cohérents se sont dessinés en fonction des thématiques soulevées. Identité et inégalité. La question de l'identité est devenue un objet omniprésent dans les sciences sociales, Brubaker 2001. Bien souvent, analyser l'identité consiste à étudier les manifestations contingentes d'une culture particulière ou les dimensions singulières d'un groupe. Son analyse permet d'approcher la diversité des situations soulevées par la division sociale de classe, de sexe ou de race, et de percevoir les formes multiples que revêtent les expressions culturelles produites par les rapports sociaux. À cet égard, l'identité est utilisée en sciences sociales davantage pour décrire, souligner ou attribuer des propriétés particulières que pour révéler la genèse de ces propriétés ainsi que leur construction. C'est tout l'objectif de cette première partie, décrire les particularismes des identités dominées en mettant l'accent sur les constructions sociales au fondement de ces identités. En ce sens, il ne s'agit pas simplement d'interroger la genèse des mécanismes de domination, mais de mener un véritable travail d'introspection scientifique sur le regard porté sur ces identités. C'est d'ailleurs sur cette question épistémologique que s'ouvre cette partie. Maxime Servul nous invite à repenser la vision des dominés, et nous présente une controverse sur l'importance du regard blanc dans la construction intellectuelle des minorités. À partir d'une enquête menée sur les cultural studies et les intellectuelles féministes nord-américaines, cet auteur met en perspective la difficulté de penser les inégalités, notamment raciales, par le filtre inconscient de la vision blanche comme identité hégémonique dans les représentations de la division sociale. Dans un registre annexe, Luisa Sanchez s'intéresse également à la construction sociale des minorités, cette fois-ci de Colombie. À partir de l'analyse de migrants indiens vers les villes Bogota et Leticia, elle s'interroge sur la constitution d'identité, entre le poids de la colonisation et les rapports sociaux de sexe et de classe. Comment des Indiens cumulant domination économique, histoire coloniale et violence symbolique par leur migration en ville et leur insertion professionnelle, s'approprient-ils de nouvelles formes d'identification ? L'auteur met en exergue la multiplicité des structures sociales, tout en soulignant les incorporations et retraductions inattendues des formes de domination. Cette question traverse également le dernier article de cette première partie. Quentin Delpech s'intéresse au rapport entre les femmes et la politique au Guatemala. Dans ce pays où les questions de classe, de sexe et de race sont particulièrement imbriquées, l'auteur se concentre particulièrement sur les formes d'appropriation culturelle de la participation féminine en politique. Activité, culture et inégalité. La deuxième partie regroupe des analyses sur les rapports entre les cultures, les inégalités et l'activité comprise au sens large. Celle-ci constitue souvent le support par lequel s'exprime avec le plus d'acuité l'ensemble des rapports sociaux. Pour Marx, l'activité conditionne en effet la place des individus dans la société, notamment par celle qu'ils détiennent dans les rapports de production. L'activité joue donc un rôle essentiel dans l'expression historique et contemporaine des rapports de classe. Il s'agira donc ici de voir dans quelle mesure l'activité, sous des formes multiples, constitue un mécanisme pertinent dans les rapports entre culture et inégalité. Trois types d'activités particulièrement significatifs seront abordés ici. L'activité économique, professionnelle ainsi que culturelle. Quelle que soit sa forme ou sa nature, il apparaît que l'activité continue d'être révélatrice de rapports, d'appartenance ou d'identité de classe. La première communication illustre la permanence de l'activité économique comme vecteur de domination. En plaçant la culture de l'innovation technologique au centre de l'hégémonie économique des soriculteurs brésiliens,
Pasquale Lubello met en lumière la place des rapports entre certaines valeurs et représentations et les constructions économiques d'une catégorie sociale particulière. À l'heure où les cultivateurs de soja représentent une nouvelle classe dominante, cet article nous offre un éclairage notable sur la place de la culture dans l'activité économique. Toujours au Brésil, l'article de Flavienne Lana s'intéresse, quant à lui, au phénomène de domination, en particulier à ses mécanismes de légitimation au sein de l'activité professionnelle. En nous invitant dans l'atelier de production d'une coopérative de production de wagons au Brésil, cet auteur nous propose une réflexion originale sur le paternalisme. Comment cette culture de la domination au travail permet-elle de légitimer l'inégalité, dans un collectif censé défendre des valeurs d'égalité et de solidarité? Des valeurs et contradictions similaires animent des communautés pourtant radicalement distinctes de cette coopérative ouvrière du Brésil. C'est ce qu'illustre l'article de Gildas de Seychelles en s'intéressant à la construction de la vocation artistique au sein de groupes de musiques amplifiés. Guidés à leur début par des valeurs d'entraide et d'égalité entre membres du groupe, ces musiciens sont tiraillés par la suite entre ces valeurs prônées par le groupe et l'organisation de la production, amenant à une plus grande division du travail. S'inspirant à la fois des analyses de Baker et Bourdieu, Seychelles nous montre comment la position sociale de classe crée des oppositions croissantes entre les membres du groupe, allant jusqu'à déterminer en définitive les aspirations de chacun. Cette partie se conclura par l'analyse d'une activité culturelle très révélatrice des distinctions de classe, la cuisine. Raoul Mata nous montre en effet comment la cuisine traditionnelle péruvienne, perçue jadis au Pérou comme démodée car associée au peuple, est devenu un nouvel objet de distinction parmi les classes dominantes de ce pays. Par une socio-ethnographie minutieuse, Mata nous décrit non seulement un processus particulier de légitimation, mais dévoile également les enjeux culturels de classe qui se cachent derrière l'apparition de nouvelles cuisines en vogue. Territoire, risque et inégalité. Cet ouvrage s'achève sur une double contribution partageant le même intérêt pour l'enjeu territorial, et la notion de risque dans les rapports entre culture et inégalité. À la croisée de la sociologie urbaine et de la géographie sociale, les deux auteurs de cette dernière partie analysent de concert la façon dont les logiques territoriales de classe, d'un côté, et les constructions sociales de la peur et du risque, de l'autre, perpétuent des formes anciennes de différenciation, si ce n'est de discrimination de classe. Face aux insécurités, le territoire peut tantôt constituer un refuge, tantôt une source potentielle de danger. À cet égard, les rapports sociaux déterminent considérablement la nature et le statut du territoire. Celui-ci reflète aussi bien les inégalités sous-jacentes des villes qu'il participe à la constitution de propriétés culturelles particulières. Malgré des configurations tout à fait hétéroclites selon les contextes et les époques, la dimension territoriale du risque révèle en définitive des dynamiques culturelles situées dans l'espace social, rappelant et renouvelant ainsi des thèmes proches de l'écologie urbaine théorisée par Robert Park 2007. Au regard de ces deux contributions, l'Amérique latine semble être une fois de plus au cœur des dynamiques unissant les cultures aux inégalités. Dans un article sur le marché de l'insécurité à Buenos Aires, Federico Laurent Valcarce ne souligne pas seulement la centralité des inégalités socio-économiques dans l'exposition à la criminalité et aux violences urbaines. Il met aussi en lumière l'émergence de nouvelles formes de discrimination, dans la constitution du sentiment d'insécurité, nouvelle variable socialement construite du bonheur. C'est également l'exposition inégalitaire au risque et ses perceptions de classe sous-jacentes, qui sont au cœur du propos de Julien Rebotier. Par la notion, entre autres, de justice environnementale, cet auteur montre la place des valeurs et représentations construites autour des risques dans la ville de Caracas, permettant la légitimation d'une division socio-spatiale définie. Pour Rebotier, les inégalités socio-culturelles face aux risques concernent autant l'insécurité urbaine que celle liée au séisme ou au glissement de terrain, fréquent dans la capitale du Venezuela. À cet égard, il complète l'analyse de Laurent Valcarce en montrant la centralité des mécanismes de domination dans les processus de territorialisation. Cet ouvrage se veut donc une modeste participation au renouveau des réflexions sur les classes sociales en France. En axant sa problématique sur les rapports entre les cultures et les inégalités,
le GECCI souhaite apporter un éclairage original dans l'actualité des problématiques sociales, en mettant en avant une démarche réflexive et un objectif scientifique affirmé, participer au dévoilement des dominations qui constituent nos sociétés, tout en s'intéressant aux singularités culturelles produites par les rapports sociaux de classe, de sexe et de race. Bibliographie. Barbichon G. 1995, L'ethnologie et la problématique des cultures ouvrières, Métamorphose ouvrière, Indegno J. Dutheil C. Dire, Paris l'Harmattan, page 17 à 27. Beau S. Pialou Monsieur, 1999, Retour sur la condition ouvrière, Paris Fayard. Beau S. Pialou Monsieur 2003, Violence urbaine, violence sociale, Genèse des nouvelles classes dangereuses, Paris Fayard. Berthaud A. 2009, Le temps des émeutes, Paris Bayard. Bennett Lucas C. 1995, Les ouvriers sont-ils tous bricoleurs, Indegno J. Dutheil C. Dire, Métamorphose ouvrière, Paris l'Harmattan, page 27 à 39. Bérou S. Bouffartig P. Dire, 2009, Quand le travail se précarise, quelle résistance collective, Paris la dispute. Bouffartig P. Dire, 2004, Le retour des classes sociales, inégalité, domination, conflit, Paris la dispute. Brochier C. 2000, Relations de classe et négociations dans le travail sur les chantiers du bâtiment au Brésil. Société contemporaine numéro 40, page 99 à 134. Brubaker R. 2001, Au-delà de l'identité, acte de la recherche en sciences sociales numéro 139, page 66 à 85. Butler J. 2009, 1993, C'est corps qui compte, de la matérialité et des limites discursives du sexe, Paris-Amsterdam. Butler J. 2008, Le pouvoir des mots. Discours de haine et politique du performatif, Paris-Amsterdam. Castel, R. 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris-Fayard. Castel, R. 2009, La montée des incertitudes, Paris-Le Seuil. CEPALC, 2002, The Social Panorama of Latin American Report, CEPALC Report, Santiago de Chile. Chalmers, D. Villas C. Haidt K. Mertin S. Piester K. Zegara Monsieur, 1997, The New Politics of Inequality in Latin America. Rethinking Participation and Representation, Oxford University Press, Oxford. Chauvel L. 2001, Le retour des classes sociales. Revue de l'OFCE, numéro 79, page 315 à 359. Chauvel L. 2004, Le renouveau d'une société de classe, Le retour des classes sociales, Bouffartig P. Dire, Paris la dispute, page 55 à 75. De Certeau Monsieur, 1980, L'invention du quotidien, Paris dit 18e. Dumazédier J. 1962, Vers une civilisation du loisir. Paris Le Seuil. Falquet J. 2008, De gré ou de force, Les femmes dans la mondialisation, Paris la dispute. Fassin D. Fassin E. Dire, 2009, De la question sociale à la question raciale. Représenter la société française, Paris, la découverte. Fortino S. 2002, La mixité au travail, Paris, la dispute. Gadret J. 1998, La galaxie des services, Le monde du travail, Kergoat J. Boutet J. Jaco H. Linard D. Dire, Paris la découverte, page 83-93. Giddens A. 2002, La troisième voie, Le renouveau de la social-démocratie, Paris Le Seuil. Grignon C. et Passeron J.C. 1989, Le savant et le populaire. Misérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Paris Gallimard. Grignon C. Grignon CH, 1980, Style d'alimentation et goût populaire, Revue française de sociologie numéro 21, page 531 à 569. Oles 2007, Identité et culture politique des Cultural Studies, Paris-Amsterdam. Hogarth R. 1970, La culture du pauvre, Paris minuit. Jounin N. 2009, Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs du bâtiment, Paris la découverte. Kosowski-Sedgwick, E. 2008, Épistémologie du placard, Paris-Amsterdam. Le Play F. 1989, La méthode sociale, abrégée des ouvriers européens, Paris, Méridien Klinksik. Merklen D. 2009, Quartier populaire, quartier politique, Paris la dispute. Park R. 2007, La foule et le public, Paris Parangon.
Pogam, S. 2005, Les formes élémentaires de la pauvreté, Paris, PUF. Porte, A. 1989. Latin American Urbanization During the Years of the Crisis, Latin American Research Review, volume 38, numéro 1, page 7 à 44. Porte, A. Hoffman, K. 2003. Latin American Class Structures and Composition and Change During the Neoliberal Era. Latin American Research Review, volume 38, numéro 1, page 41 à 82. Porte, A. Roberts, B. 2006. Coping with the Free Market City Collective Action in Six Latin American Cities at the End of the 20th Century. Latin American Research Review, volume 41, numéro 2, page 57 à 83. Roberts, K. 2001. La Decomposition del Sistema de Partidos en Venezuela visto desde un análisis comparativo. Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, volume 7, numéro 2, page 183 à 200. Sanso P. 1998, Les gens de peu, Paris, PU. Schwartz, O. 2002, Le monde privé des ouvriers, Paris, PU. Terrail, J.P. 1990, Destin ouvrier, la fin d'une classe, Paris, PU Paris. Thomson, E. 1988, La formation de la classe ouvrière anglaise, Paris, Le Seuil. Verret, Monsieur, 1988, La culture ouvrière, Saint-Sébastien, ACL Éditions. Vigna, X. 2007, L'insubordination ouvrière dans les années 68. Essai d'histoire politique des usines, Rennes, Presse universitaire de Rennes. Weber, F. 2001, Le travail à côté. Études d'ethnographie ouvrière, Paris, EHESS. Première partie, Identité et inégalité. L'identité blanche et sa critique, les Critical White Studies en débat. Maxime Servul. Le blanc est enfermé dans sa blancheur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.